Aujourd'hui, on va parler de crédit d'impôt, les crédits d'impôt pour les entreprises, crédit d'impôt formation du dirigeant, crédit d'impôt famille. On va parler des 5 crédits d'impôt principaux. Vous allez voir, ça concerne toutes les entreprises, quelle que soit la taille de votre entreprise, quelle que soit votre activité, quelle que soit la forme de votre entreprise. Sachez-le, vous avez le droit très probablement, et j'allais dire de façon quasi certaine, à des crédits d'impôt. Et on va les passer en revue aujourd'hui. On va les passer en revue pour identifier les crédits d'impôt auxquels vous avez droit. Je vais vous expliquer comment en bénéficier. Vous le verrez, c'est assez souvent simple. Le tout, c'est de savoir ce à quoi on a droit. Alors, crédit d'impôt, réduction d'impôt, quelle différence? Ça, c'est une question importante avant de rentrer dans le vif du sujet. Comment on différencie un crédit d'impôt d'une réduction d'impôt? Eh bien, c'est très simple. Les réductions d'impôts, l'excédent est reporté sur les impôts à payer des années suivantes, et pour le crédit d'impôt, eh bien l'excédent est remboursé. Donc une réduction d'impôt, ça se reporte, un crédit d'impôt, ça se rembourse. C'est la raison pour laquelle, côté particulier, vous avez souvent le droit à des réductions d'impôts. C'est-à-dire que vous les reportez sur les années suivantes, et les crédits d'impôt, lorsque vous avez un crédit d'impôt, eh bien pour les entreprises, c'est comme pour les particuliers, vous pouvez vous les faire rembourser, et vous allez voir que côté entreprise, c'est souvent, beaucoup plus souvent des crédits d'impôt que des réductions d'impôts. Alors, sachez-le, les crédits d'impôt, ils ne se compensent pas. C'est-à-dire que lorsque vous avez droit à un crédit d'impôt par exemple sur l'impôt sur les sociétés, vous ne pouvez pas l'utiliser pour payer l'impôt sur le revenu ou pour payer la TVA. Vous devez l'utiliser si c'est un crédit d'impôt qui concerne l'impôt sur les sociétés, vous devez l'utiliser pour l'impôt sur les sociétés, et si ça concerne la TVA, vous devez l'utiliser pour payer la TVA. Enfin, ils sont stables dans le temps. Il ne faut pas les confondre avec les aides ponctuelles qui sont limitées dans le temps. Par exemple, une aide qui est sortie en 2020, l'aide à l'embauche des jeunes ou l'aide à l'embauche des alternants. Le crédit d'impôt, la réduction d'impôt, elle est là en général pour inciter les entreprises à faire un effort continu, souvent pour soutenir l'emploi ou pour soutenir, vous allez voir, la recherche, pour soutenir l'investissement, pour soutenir l'immobilier dans certains cas, mais c'est souvent sur une période longue. Le crédit d'impôt formation, alors ça devrait concerner tous les dirigeants, puisque si vous êtes dirigeant d'entreprise, forcément, vous passez du temps à vous former. Alors, ce que beaucoup de chefs d'entreprise ne savent pas, c'est que ils ont le droit de se former, ils ont le droit de suivre des formations et de se les faire financer, soit par des organismes, soit grâce au crédit d'impôt formation. Donc, le crédit d'impôt formation, c'est pour qui? C'est pour toutes les entreprises, les SARL, les entreprises individuelles, les URL, les SAS. Pourquoi? Pour financer la formation du dirigeant dans le cadre de la formation professionnelle continue, c'est-à-dire que ça concerne toutes les formations que vous pouvez suivre, mais qui s'inscrivent dans le cadre de la formation professionnelle continue. Donc, par exemple, le permis de conduire n'en fait pas partie. Mais si vous suivez des cours d'anglais, si vous suivez des cours de marketing, de finance, de management, eh bien, ça rentre dans le cadre de la formation professionnelle continue. Combien le crédit d'impôt? Il est calculé en fonction du nombre d'heures de formation que vous avez consacré à la formation, et il se calcule en multipliant ce nombre d'heures par le taux horaire du SMIC. Donc c'est assez simple, hein, le taux horaire du SMIC c'est 15 heures, donc c'est un petit crédit d'impôt qui peut représenter, eh bien vous le voyez, j'espère que vous le voyez, mais 406 € par an. C'est un crédit d'impôt qui est assez facile à avoir, encore une fois, 406 € par an si vous avez suivi 40 heures de formation. Donc 40 heures de formation, ça représente quand même 5 jours. Donc vous allez me dire, bah oui, mais c'est pas beaucoup. Les formations, une formation, ça coûte beaucoup plus que 406 € par an, par formation. Vous avez raison. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, vous avez d'autres moyens de financer vos formations
y compris si vous êtes gérant, y compris si vous êtes indépendant, y compris si vous êtes président de SAS. Je vais y revenir tout de suite. Sachez que ce crédit d'impôt formation, il est calculé par année civile, quelle que soit la date de clôture de l'année. Donc, il se demande pour une année, par exemple l'année 2020, et il sera calculé par rapport à toutes les heures de formation que vous aurez faites entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année 2020, même si c'est à cheval sur 2 exercices ou même si il y a une partie qui a été faite sur un exercice et l'autre sur l'autre exercice. Voilà. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que ça, il y a très peu de dirigeants d'entreprise qui le savent, c'est qu'en tant que dirigeant, vous pouvez donc faire financer vos formations parce que quel que soit votre statut, encore une fois, gérant majoritaire ou président de SAS, eh bien, vous cotisez aux organismes de financement de la formation. Donc, vous ne le voyez pas parce que c'est en général, la cotisation, elle est versée en même temps que les cotisations URSSAF, donc c'est des choses que vous ne voyez pas passer, il n'y a pas un bordereau spécifique pour ça, mais vous y cotisez, souvent sans le savoir. Donc puisque vous y cotisez, évidemment, vous avez intérêt à demander à, le financement de cette formation. Alors, ce que je suis en train de vous expliquer, comprenez bien, c'est que d'un côté, vous avez le crédit d'impôt formation et de l'autre, vous avez des aides au financement de la formation. Donc, le crédit d'impôt formation, on a vu, c'est le montant maximum 15 € par heure, donc limité. Donc là, je vous parle du complément. Et donc, vous pouvez vous adresser, vous le voyez à l'écran, à l'AGFIS si vous êtes TNS ou aux organismes OPCO, ce qu'on appelle les OPCO, si vous êtes plutôt dirigeant d'une SAS. Dans un cas comme dans l'autre, ça peut représenter jusqu'à 2 450 € par an de formation. Donc, vous voyez, c'est très important. Donc ça vient en plus du crédit d'impôt formation. Voilà, c'était pour répondre à la remarque, oui, mais les formations, ça coûte plus que 460 € par an. C'est vrai, et voilà la solution que je vous propose. Comment l'obtenir? Le crédit d'impôt, il y a un formulaire déclaratif à remplir, qui est le formulaire 2079 FCE FC. Voilà, vous tapez cette référence dans la barre de recherche dans Google et vous atterrirez sur le site impôt.gouv avec le formulaire à remplir, ou sinon vous demandez à votre expert comptable de le remplir en fin d'année. Ça se fait au moment du bilan. Voilà, ça se fait au moment du bilan pour l'année précédente. Donc c'est assez simple à faire. Si vous avez un expert comptable, c'est à lui de le faire. Le crédit d'impôt famille. Alors c'est quoi le crédit d'impôt famille? D'abord, pour qui? Pour les entreprises, toutes les entreprises, sauf les micro-entreprises et les entreprises individuelles sans salariés. Voilà, donc si vous ne faites pas partie de ces deux cas, eh bien vous y avez probablement le droit. Pour en bénéficier, pour quelles dépenses? Alors, le crédit d'impôt famille, c'est un crédit d'impôt qui se calcule par rapport aux dépenses engagées par l'entreprise pour le salarié ou le dirigeant pour financer tous les services à la personne. Donc, vous le faites peut-être déjà, votre entreprise le fait peut-être déjà, notamment, en général, maintenant, tout le monde utilise le CESU, le fameux CESU dont je vous parle beaucoup, notamment au mois de décembre. Le crédit d'impôt famille, il vient en plus du CESU. Le CESU, c'est un système dans lequel votre entreprise donne un chèque aux salariés et aux dirigeants, ou aux dirigeants s'il n'y a pas de salariés, en remboursement des dépenses de services à la personne, soutien scolaire, femme de ménage, jardinage, petits travaux, réparations, payés par le dirigeant ou le salarié chez lui. Eh bien, l'entreprise lui rembourse ces dépenses à hauteur évidemment des dépenses engagées, et c'est plafonné à 1 830 €. Et donc, le crédit d'impôt famille, il vient se superposer à ce CESU, ce fameux CESU, et donc c'est des sommes que vous pouvez, c'est un crédit d'impôt dont l'entreprise va pouvoir bénéficier en plus de la déductibilité du fameux CESU. Voilà. Donc, voilà, je reviens pas dessus. Juste un point de détail important, c'est que si
l'entreprise bénéficie du crédit d'impôt famille, eh bien, le bénéficiaire, lui, qui pour finir n'a rien déboursé puisque c'est son entreprise qui quelque part a payé pour lui ses dépenses de service à la personne, sachez-le, le bénéficiaire, donc vous, au moment où vous faites votre déclaration d'impôt sur le revenu, vous ne pourrez pas bénéficier du crédit d'impôt pour service à la personne dont bénéficient la plupart des particuliers, puisque cette dépense, quelque part, a été payée par votre entreprise et qu'en plus de ça, elle-même aura bénéficié du crédit d'impôt. Son montant, c'est 25% du montant pris en charge par l'entreprise, donc du CESU. Donc si votre entreprise vous a remboursé 1 500 € de CESU, eh bien le montant du crédit d'impôt famille, c'est 375 €. Comment en bénéficier? Là aussi, il y a un formulaire 2069 FASD que vous pouvez utiliser. Et si vous avez un expert comptable, demandez à votre expert comptable de le faire pour vous au moment du bilan. Alors, le crédit d'impôt recherche. Le crédit d'impôt recherche, c'est le plus gros crédit d'impôt. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais moi, je fais pas de recherche, j'ai pas forcément une activité qui est concernée par ça. Alors, souvent, il y a des gens qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche et qui ne le savent pas. C'est le plus gros crédit d'impôt recherche de ces 10-15 dernières années. Figurez-vous que ça vient financer en tout ou partie le salaire d'éventuels chercheurs que vous pourriez même embaucher pour faire de la recherche. Donc, il a un petit peu baissé ces derniers temps, mais sachez-le, c'est que le crédit d'impôt recherche, en faisant du crédit d'impôt recherche optimisé, c'est-à-dire en cochant toutes les cases liées au crédit d'impôt recherche, vous pouviez embaucher des chercheurs et gagner de l'argent sans avoir 1 € de chiffre d'affaires, puisque les aides qui vous étaient versées, aide jeune entreprise innovante, crédit d'impôt recherche, toutes ces aides-là faisaient que elles étaient plus importantes que le montant des salaires chargés des chercheurs. Donc pendant de nombreuses années, on a vu des entreprises qui faisaient des travaux de recherche, qui déclaraient le crédit d'impôt recherche, qui gagnaient de l'argent, c'est-à-dire que leur recherche était subventionnée au-delà du montant des dépenses engagées. Voilà. Donc, il faudrait vous faire une formation là-dessus. Ça durerait plusieurs heures si vous voulez vraiment maîtriser le sujet. Là, ce que je veux, c'est vous sensibiliser. Si parmi vous, il y en a qui pensent pouvoir en bénéficier, que vous sachiez et que vous en parliez à votre expert comptable si vous pensez pouvoir en bénéficier. Donc, ça concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur taille, même si elles n'ont pas de salariés, notamment si le dirigeant a un profil scientifique, c'est-à-dire une formation d'ingénieur, par exemple, et que dans le cadre du développement de son activité, il fait des travaux de recherche. On va voir quelques exemples dans quelques instants. Quelle que soit la fiscalité de l'entreprise, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés. Alors, ça finance quoi le crédit d'impôt recherche? Ça concerne les travaux de recherche et développement qui portent sur des nouveaux produits ou des nouveaux services, des choses vraiment innovantes et alors l'innovation, la recherche, l'innovation, elle se mesure par rapport à ce qu'on appelle l'état de l'art, c'est-à-dire ce que propose le marché au moment où vous lancez vos travaux de recherche. D'accord? Donc c'est un élément clé, l'état de l'art, tout simplement parce que si vous êtes en train d'essayer de réinventer quelque chose qui existe déjà ailleurs, eh bien ça ne rentrera pas dans le crédit d'impôt recherche, ça ne marchera pas. Si vous voulez réinventer par exemple un logiciel de géolocalisation ou des logiciels, on l'a beaucoup fait dans nos activités de comptabilité, qui automatisent la comptabilité, c'était de la recherche en 2008-2010 parce que personne ne le faisait. Et en fait, il y avait plusieurs sociétés qui le faisaient en même temps, chacun dans son couloir, mais tout le monde faisait avancer la recherche en même temps. Ça aboutit à des produits qui maintenant sont commercialisés. Donc celui qui voudrait réinventer ou qui voudrait redévelopper des choses qui existent déjà sur le marché, ça ne marche pas. Donc l'état de l'art, c'est très important. Le fait que vous ayez des concurrents qui bossent sur les mêmes axes de recherche que vous,
ça n'enlève rien à la possibilité de bénéficier du crédit d'impôt recherche. Donc, je vous ai mis 3 exemples qui sont des exemples de clients que j'ai accompagnés. Un entrepreneur qui travaillait seul, une petite société à Nice, qui développait une coque étanche pour les ordinateurs. C'était pas très compliqué, mais enfin, il était le seul sur son marché. Résultat, on a passé en crédit d'impôt recherche pendant 1 an et demi 75% du salaire du dirigeant. Voilà, ça représentait de mémoire à peu près 40-45 000 euros, alors que il se versait une rémunération qui était inférieure à 3 000 euros par mois, pardon. Un logiciel qui permet de transformer des films 2D en films 3D, là aussi, c'était un ingénieur qui avait développé ça quasiment tout seul. Il prenait des vieux films qu'il arrivait à transformer en 3D. Ben, il avait passé du temps sur son logiciel et ben, on avait valorisé sa rémunération et on a déclaré ça en crédit d'impôt recherche. Et puis encore une idée originale qui a trouvé son marché d'ailleurs, le casque pliable. Si vous habitez Paris, vous voyez sur les Vélib des gens qui ont des casques pliables, c'est-à-dire qui se plient en fait sur leur vélo. Eh bien, voilà, c'était un entrepreneur que j'ai accompagné. Il a inventé son truc, il a fait une maquette et tout ça, ça lui a donné le droit au crédit d'impôt recherche. Donc, vous voyez, c'est pas forcément des laboratoires, c'est pas forcément des formules scientifiques très compliquées. Ça concerne les très petites entreprises. Et si je vous en parle, c'est parce que vraiment, ça peut représenter des montants très importants. Donc là, je vous ai mis dans ce tableau un exemple concret, vraiment de la petite entreprise, des dépenses de recherche directes, donc achat de matériel, d'ordinateur, un peu de sous-traitance, 3 000 euros, rémunération brute chargée des chercheurs, donc là, on va supposer par exemple 3 mois d'un ingénieur qui est payé 3 000 euros, ça fait 4 500 euros brut chargé, un peu plus de 3 mois, ça fait 15 000 euros. Les charges de structure, c'est une couche de frais qui est rajoutée, qui est censée couvrir le loyer, les matériels mis à disposition du chercheur. Et dans cet exemple, vous voyez un total de 24 450 euros. Eh bien, le crédit d'impôt recherche, c'est 30% de cette enveloppe, donc ça représente 8 150 euros. Donc vous voyez que 8 150 euros, c'est quand même beaucoup d'argent, ça peut être beaucoup d'argent pour une petite entreprise. Et très honnêtement, si vous avez 4-5 salariés et que vous développez vraiment des nouveaux produits, vous pouvez rajouter un zéro, ça monte très très vite ce fameux crédit d'impôt recherche, même si avant le taux était de 50%, aujourd'hui ce n'est plus que 30%, sauf que sachez-le, si vous embauchez des chercheurs à la sortie de leur université, donc des doctorants ou des ingénieurs, des jeunes docteurs, pardon, surtout des doctorants, c'est leur premier job, vous les prenez à la sortie de leur université, le crédit d'impôt recherche est doublé pour eux, il est doublé, ça veut dire qu'il couvre pratiquement le salaire d'embauche pendant 2 ans. Voilà, donc c'est très important, 86%, ça représente 86% du salaire brut chargé du jeune docteur. C'est la raison pour laquelle c'est un peu la bagarre pour embaucher des jeunes docteurs à la sortie de l'université ou de la faculté, parce que évidemment, les entreprises bien conseillées savent que avec le crédit d'impôt recherche, elles peuvent financer en grande partie leur salaire. Comment l'obtenir? C'est un formulaire qui doit être rempli au moment du bilan. C'est le fameux 2069, formulaire 2069. Si vous avez un expert comptable, c'est vraiment à lui de le préparer avec des éléments. Il vous demandera évidemment de lui expliquer. Et pour ça, vous devez rédiger une notice technique. Alors, je ne vais pas vous expliquer tout ce qu'il doit y avoir dans la notice technique aujourd'hui, mais sachez-le, c'est une présentation en 10 points de votre activité de recherche. Ça doit être documenté. C'est quand même, il faut vous expliquer dans cette notice technique en quoi vos travaux sont vraiment des travaux de recherche. Donc, c'est très bien structuré. Vous tapez sur Internet notice technique, crédit d'impôt recherche, vous verrez, il y a 10 points à remplir. Et puis, ça vous aidera à voir si vous y avez le droit et si vous pensez y avoir droit, à structurer votre analyse et votre présentation de vos travaux de recherche et même le calcul de votre crédit d'impôt recherche. Donc la notice technique, et si vous avez un doute, sachez que vous pouvez faire une demande d'agrément préalable
auprès des impôts, c'est-à-dire que vous allez faire ce qu'on appelle techniquement le rescrit fiscal. On va demander aux impôts, on va envoyer un dossier aux impôts pour leur dire est-ce que vous pouvez nous confirmer que j'ai bien le droit au crédit d'impôt recherche, pour éviter de prendre des risques, parce que lorsqu'on reçoit le chèque ou le virement du crédit d'impôt recherche, c'est souvent des gros montants. Et si vous êtes contrôlé fiscalement 1 an ou 2 ans, 3 ans après et qu'on vous demande de le rembourser, ça fait quand même souvent très mal. Donc la meilleure façon, c'est de faire un rescrit fiscal. C'est un peu long. Ça doit être fait avant d'engager les travaux de recherche. C'est pas obligatoire, mais ça sécurise véritablement votre dossier. Pour approfondir, télécharger ce guide, il est vraiment très très bien fait. Il a été fait par, c'est un guide qui a été fait par le ministère de la Recherche. Voilà, Maxime, si tu peux mettre le lien dans les commentaires, ce sera sympa pour les personnes qui participent ou qui regardent ce webinaire en replay. Ce guide, dans ce guide, vous avez tout est expliqué, décortiqué. Je vous l'ai dit, c'est des très gros montants, donc ne plaisantez pas avec ça. Faites-vous accompagner, faites-vous conseiller. Il y a des boîtes de conseil qui sont spécialisées là-dedans et qui se payent d'ailleurs au résultat. Souvent. Le crédit d'impôt innovation. Alors, le crédit d'impôt innovation, il faut comprendre, c'est en fait une sous-branche du crédit d'impôt recherche et ça concerne des entreprises, des activités plus élargies par rapport au crédit d'impôt recherche. Le crédit d'impôt recherche, on l'a vu, c'est vraiment de la recherche pure et dure. L'innovation, on va le voir, ça ouvre le bénéfice de ce crédit d'impôt à un plus grand nombre d'entreprises, parce que notamment dans les services, l'État s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient innovantes dans le service, mais qui ne faisaient pas de la recherche. Je vous prends un exemple tout simple. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, j'ai lancé un des premiers services d'expertise comptable en ligne. C'était de l'innovation dans un service qui existait déjà, mais c'était une innovation de process, de procédé, de service. Et à ce titre-là, on a en partie pu bénéficier du crédit d'impôt innovation, tout simplement parce qu'on innovait dans une activité qui existe depuis plus de 50 ans, 60 ans, mais on innovait d'une certaine façon. Et vous allez voir comment cette innovation est mise en évidence. Donc l'innovation doit concerner la conception d'un prototype d'un bien corporel ou incorporel qui satisfait les deux conditions suivantes. Il n'est pas encore sur le marché, donc ça c'est même condition que pour le crédit d'impôt recherche. Voilà, quelques petits problèmes techniques. Il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, notamment fiabilité, donc des produits ou des services plus fiables, précision, des résultats plus précis, ou vitesse, des produits ou des services plus rapides, ou sur celui de l'éco-conception, donc il a un impact sur l'environnement qui réduit la pollution, qui réduit l'émission de la consommation de matières premières, de déchets, etc., ou de l'ergonomie dans l'usage du produit, ou encore de ses fonctionnalités. Donc, vous le voyez, on parle de produits, de services qui existent déjà, mais que vous allez améliorer par rapport à leur performance, par rapport à leur impact sur l'écologie, par rapport à leur conception. Il y a plein d'axes qui font que on peut faire de l'innovation, on peut bénéficier du crédit d'impôt innovation alors qu'on a une activité qui est traditionnelle. Quelques exemples. Un logiciel qui permet de faire des listes de courses de produits éco-responsables. En soi, ça n'a rien de vraiment innovant, sauf que puisque c'est un impact sur l'éco-responsabilité, ça peut être de l'innovation si ça n'existe pas encore. Un vélo électrique qui va durer, qui roulerait plus longtemps que les vélos du marché, ou un système, il y a beaucoup de formateurs qui nous suivent, un système pédagogique qui permettrait aux élèves d'assimiler plus rapidement des formations. Vous voyez, dans la formation, par exemple, dans l'apprentissage, évidemment qu'il peut y avoir de l'innovation, il y en a chaque année. Donc, chaque année, il y a des entreprises qui ont le droit au crédit d'impôt innovation, tout simplement parce qu'elles abordent leur service avec un nouvel axe,
une nouvelle orientation qui n'est pas connue et qui permet d'améliorer, comme on l'a vu tout à l'heure, les performances. Ou du service de free floating pour les scooters. Alors ça y est, maintenant ça existe, mais c'est sorti à Paris, en France, il y a 4-5 ans maintenant. Ce n'était pas en soi une innovation de recherche. On avait des scooters, on avait des systèmes de free floating, mais qui concernaient les voitures. Eh bien, en ayant mixé deux services, le système de free floating et le système de location de scooters, il y a eu un nouveau service qui est apparu. Donc, vous voyez, pas d'éprouvettes, pas d'algorithme très compliqué, simplement l'alliance de deux services pour en faire une innovation. Eh bien, c'est ça qui peut bénéficier du crédit d'impôt innovation. Donc le crédit d'impôt innovation, comment il se calcule? J'ai repris les mêmes chiffres que celui du crédit d'impôt recherche. Voilà, pour des dépenses de recherche, alors c'est d'innovation. Encore une fois, l'innovation est une sous-branche de la recherche. 3 000 €, rémunération brute chargée des personnels affectés à l'innovation, y compris une partie du salaire du dirigeant s'il participe aux travaux de recherche, soit en tant que chef de projet, ce qui est souvent le cas, soit en tant que chercheur, parce qu'il a un CV, une formation scientifique, et qu'il se rémunère. Pour en bénéficier, il faut qu'il y ait versement d'une rémunération. On ne peut pas bénéficier d'un crédit d'impôt innovation ou recherche si on n'a pas versé de rémunération. Il faut se verser une rémunération. Avec des charges de structure qui, elles aussi, sont de 43% du salaire brut chargé des chercheurs, eh bien, le crédit d'impôt innovation, le C2I, c'est 20% de vos dépenses de recherche. Voilà, 20%. C'est moins que le crédit d'impôt recherche. C'est un peu plus que 50% du crédit d'impôt recherche, mais c'est quand même potentiellement important. Comment? Là aussi, une déclaration à faire au moment du bilan. Donc, c'est toujours la déclaration 2069. Rédiger une notice technique aussi, c'est pas obligatoire, mais je vous le conseille très vivement, très fortement, parce que en cas de contrôle fiscal, c'est ce qui vous permettra de vous défendre et d'expliquer vraiment, sans perdre de temps, en quoi vos travaux respectent les critères d'innovation. Et puis, possibilité là aussi de faire une demande d'agrément préalable. Un crédit d'impôt, avant-dernier crédit d'impôt, vous allez voir, j'ai oublié de vous le dire, restez jusqu'au bout parce que là, je vais vous parler dans le crédit d'impôt suivant, vraiment un crédit d'impôt qui m'en concernait beaucoup en 2020 et 2021 parmi vous. Donc avant ça, mécénat d'entreprise et dons aux associations, peut-être que vous faites partie des gens qui donnent aux associations chaque année à titre personnel, donc vous récupérez souvent 66% du montant de vos dons ou 75% si vous payez l'IFI. Sachez que si votre entreprise donne elle aussi, eh bien, elle peut bénéficier du crédit d'impôt. Et vous allez voir que donner, c'est pas forcément faire un virement ou faire un chèque. Le crédit d'impôt, avant que je vous explique ce que vous pouvez mettre dedans, le crédit d'impôt, c'est 60% de vos dons dans la limite de 5 pour 1000 de votre chiffre d'affaires ou de 20 000 € par an. Voilà, 5 pour 1000 de votre chiffre d'affaires. Donc si vous faites 100 000 € de chiffre d'affaires, vous avez le droit de donner 5 pour 1000, donc 500 € par an, ou 20 000 €. C'est la plus haute de ces deux limites qui est à retenir. Donc, tant que vous ne faites pas, je crois que c'est, si je ne me trompe pas, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous pouvez donner, vous atteindrez, vous pouvez donner jusqu'à 20 000 € par an de dons, faire 20 000 € de dons ou de mécénat. Vous bénéficierez de ce crédit d'impôt de 60% de vos dons. Mais attention, c'est là la surprise, et là aussi, très peu d'entrepreneurs sont au courant. Pourquoi? Parce que c'est récent. Les dons, ils peuvent avoir deux formes. Les dons en numéraire, donc vous faites un virement, vous versez de l'argent, ou les dons de compétences. Les dons de compétences, c'est quand vous mettez à disposition d'associations, par exemple, du personnel. Alors vous allez me dire, bah oui, mais non, mais moi mon personnel, c'est pas du tout, il se balade pas dans les rues, il est pas là pour faire, mes collaborateurs, ils sont pas là pour aller aider dans les associations, ils n'ont pas le temps. Je vous donne un exemple d'une association dont moi je m'occupe. Je suis trésorier. Si vous cherchez sur Internet, vous trouverez. Mais je suis pas là pour faire de la publicité, je suis là pour vous expliquer ce qu'on a mis en place avec les entreprises qui nous soutiennent. Des entreprises qui ont une activité, par exemple, de conseil ou de SS2I et qui ont du personnel, des assistantes administratives qui est disponible. Elles restent chez elles et elles nous aident dans nos actions de communication. Elles nous aident à rédiger des mailings. Elles nous aident à mettre à jour nos pages de site. Tout le temps que
ces personnels administratifs passent à nous aider à nous, eh bien, leur salaire est pris en compte en tant que don de compétences et en fin d'année, l'entreprise se fait entre guillemets rembourser 60% du salaire brut chargé pour le temps passé à nous aider, nous, associations. Alors, évidemment, si les gens n'ont pas le temps dans votre entreprise à consacrer à des associations, bah, évidemment, ça ne sert à rien. Mais si vous avez du personnel qui est en sous-activité, et c'est peut-être le cas avec toute ces vagues de confinement, déconfinement, et cette crise que on a traversée, eh bien, vous pouvez mettre votre personnel à la disposition d'associations. C'est un petit peu, d'une certaine façon, comme le chômage technique, c'est-à-dire que vos salaires sont pris en charge de façon indirecte par l'État, puisque vous bénéficierez d'un crédit d'impôt du temps passé, encore une fois, par vos collaborateurs à aider des associations. Vous voyez, donc le don de compétences, ça s'appelle le don de compétences. Là aussi, ça concerne des personnels que vous pourriez avoir mis à disposition qui sont payés, évidemment, chez vous. Ils sont bénévoles dans les associations, mais payés chez vous. 60% du montant du salaire brut chargé, ça représente quand même des sommes. Et je vous dis pas qu'il faut le faire dans une optique d'optimisation fiscale, évidemment, mais aujourd'hui, si vous avez des jeunes, il y a de plus en plus de jeunes qui veulent donner du sens à leurs tâches au quotidien, eh bien, pensez-y, ça se développe énormément. Il y a de plus en plus d'entreprises qui rentrent dans cette démarche, voilà, parce que c'est demandé par les jeunes et parce que ça crée du sens dans son entreprise de pouvoir aider comme ça dans les temps morts, de pouvoir aider des associations. Et puis cerise sur le gâteau, on bénéficie de ce crédit d'impôt pour dons et mécénat. Et voilà celui que je vous avais promis, le fameux Caribac. Le Caribac, l'un des crédits d'impôt les plus anciens et les moins connus. Je vais vous dire, la réalité, c'est que ce crédit d'impôt, il existe depuis que je suis expert comptable, donc ça fait plus de 20 ans. Le Caribac, vous allez voir, ça va concerner beaucoup de monde en 2020-2021 à cause de la crise que l'on a subie, que l'on est en train de subir. Pourquoi? Vous allez comprendre tout de suite. Donc le Caribac, voilà, c'est exactement comme cette animation. On va repartir en arrière. C'est un système qui, comme son nom l'indique, va créer un effet fiscal rétroactif qui va vous faire remonter sur le plongeoir. Je vous explique comment. On va prendre un cas concret. Donc une entreprise qui est soumise à l'impôt sur les sociétés. Donc, ça ne concerne que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, qui a subi un déficit fiscal au cours de son exercice 2020, donc crise du Covid, perte fiscale. Il y a quand même énormément d'entreprises qui étaient bénéficiaires, qui sont déficitaires en 2020 et qui avaient donc payé de l'impôt en 2019. Donc, payer de l'impôt en 2019, perte en 2020. J'imagine que vous le voyez arriver. Lorsque vous avez une perte fiscale, vous avez deux possibilités. Soit vous la reportez en avant, c'est-à-dire que vous allez l'imputer sur vos bénéfices des années 2021-2022. Les pertes fiscales, ça se compense avec les bénéfices. D'accord? Le principe, c'est que le fisc vous dit, bah oui, mais si vous faites un gain en 2021, si vous avez un bénéfice imposable alors que vous avez fait un déficit fiscal en 2020, ah ben en 2021, on va compenser les deux. On va compenser votre perte, on va reporter votre perte sur votre bénéfice, ce qui est logique d'un point de vue fiscal, justice fiscale. Voilà, c'est un mot qui est peu souvent utilisé, mais ça existe quand même. Nos fondements fiscaux sont finalement assez justes, je vous rassure. Et le report en arrière du déficit, le report en arrière, ça consiste à dire j'ai payé de l'impôt les années précédentes, et je souhaite obtenir le remboursement de l'impôt que j'ai payé l'année précédente parce que cette année, je fais des pertes. Report en arrière, report en avant. Voilà. Donc, vous allez voir, on vous a fait un petit exemple. En 2019, vous avez un bénéfice imposable de 30 000 euros. Donc, vous avez payé, la plupart d'entre vous, 15% d'impôt sur les sociétés, 4 500 euros. En 2020, vous avez une perte fiscale de 20 000 euros. Donc un déficit. Soit vous reportez votre perte sur 2021 si vous faites du bénéfice, mais attention, si en 2021 vous ne faites pas de bénéfice, cette perte,
Enfin, vous pourrez en fait toujours la reporter en 2022-2023, mais vous ne pouvez pas récupérer l'argent. Soit vous la reportez, cette perte, sur le bénéfice 2019 et vous demandez à l'État de vous rembourser l'impôt correspondant, c'est-à-dire 15% des 20 000 euros de perte. Évidemment, le carryback, le crédit d'impôt, il est calculé par rapport à la perte de l'exercice. Donc, vous obtenez une créance sur l'État de 3 000 euros. La nouveauté depuis le Covid, la crise du Covid, c'est que le carryback avant, cette créance, il fallait attendre 5 ans pour se la faire rembourser. Et dans les mesures qui ont été mises en place pour soutenir les petites entreprises, eh bien, le carryback, vous pouvez obtenir son remboursement dès la première année. Donc, c'est vraiment une façon intelligente de récupérer de l'impôt qui a été versé il n'y a pas longtemps. Si vous faites des pertes cette année. Vous voyez, donc le carryback, vraiment, notez-le, c'est un crédit d'impôt peu connu, mais potentiellement très important et qui concerne les sociétés qui ont payé de l'impôt. Les autres crédits d'impôt, allez, on termine avec ça. Quelques autres crédits d'impôt, je les ai mis, je vous en parlais vite parce que ça ne concerne pas tout le monde, mais vous allez voir qu'il y en a quelques-uns intéressants. Le crédit d'impôt jeux vidéo, si votre activité c'est de développer des jeux vidéo et que vous dépensez plus de 100 000 euros par an dans cette activité, vous avez le droit, j'espère que vous le savez, à un crédit d'impôt de 30% de vos dépenses de développement. C'est grâce à ce crédit d'impôt qu'il y a beaucoup de studios de jeux, de développement de jeux en France et que l'industrie se porte plutôt pas mal au niveau mondial en ce qui concerne les éditeurs de jeux français. Le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, encore un crédit d'impôt qui concerne là beaucoup de monde, beaucoup de petits artisans, le fameux CIMA, crédit d'impôt des métiers d'art, 10% de la masse salariale exerçant un métier d'art. Alors métier d'art, ça veut dire quoi? Notez-le, faites une capture écran. Voilà. Horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, lunetterie, art de la table, le jouet, les factures instrumentales, tout ce qui est instrument, ou l'ameublement. Voilà. D'accord? Donc, avec un minimum d'affectation de vos ressources humaines, 30% affectés à ces métiers. Si vous êtes dans ce cas-là, si 30% au moins de votre effectif travaille dans un métier d'art de conception, hein, on n'est pas dans le commerce, hein, on est vraiment dans la conception des j'allais dire des œuvres d'art, non, des objets d'art. Je ne sais pas comment on appelle ça très précisément. C'est pas forcément des œuvres d'art, mais c'est voilà des marchandises d'art, des objets d'art, conception. Eh bien, vous y avez le droit. J'ai connu un couleur en bronze qui en a bénéficié, qui coulait des bronzes pour les lampes d'hôtel qu'on trouve dans les hôtels de luxe, et il était très content d'en bénéficier. C'était très bienvenu. Le crédit d'impôt TVA, pour ceux qui ne le savent pas encore, mais il y a des créateurs d'entreprises qui sont là parmi nous, je le sais, ou qui nous écoutent, qui nous regardent. Sachez que le crédit d'impôt TVA, vous pouvez demander si vous avez plus de dépenses de TVA que vous n'avez d'encaissement de TVA, vous pouvez demander à récupérer, à vous faire rembourser l'excédent de TVA que vous avez dépensé, notamment si vous avez fait des investissements importants, eh bien, vous avez le droit de demander tout ou partie du remboursement de cette TVA. Voilà. Si ça dépasse le montant de la TVA que vous devez verser à l'État, et les modalités de remboursement dépendent en fonction de votre régime fiscal. Et enfin, le crédit d'impôt souscription au capital d'une PME. Alors ça, je vous en parle, c'est un crédit d'impôt qui concerne les particuliers, mais comme bientôt c'est la fin de l'année, vous ferez, quand vous allez faire votre déclaration d'impôt sur le revenu, si vous avez créé votre entreprise en 2020, en tous les cas l'année précédente, et si vous vous engagez à garder les titres pendant 5 ans, et si vous prévoyez d'embaucher au moins 2 personnes à la clôture du deuxième exercice qui suit la création de l'entreprise. Donc, si vous avez créé votre entreprise en 2020, que vous clôturez vos comptes au 31 décembre 2020, et bien, si vous projetez d'embaucher 2 personnes d'ici le 31 décembre 2022, vous avez le droit à une réduction, à un crédit d'impôt aux souscriptions du capital des PME
25% du montant de ce que vous avez versé si vous avez créé votre entreprise après le 10 août 2020 et si vous l'avez créé avant, je crois que c'est 19%. Ça change un peu tous les ans. C'était 25%, c'est descendu à 16%, c'est remonté à 19%. En tous les cas, maintenant, depuis le 10 août 2020, c'est 19%. Alors vous allez me dire, bah oui, mais moi je ne sais pas si dans 2 ans j'aurai 2 salariés. Alors si vous pensez que s'il y a des chances que vous embauchiez des collaborateurs d'ici 2 ans, eh bien oui, activez-le, ce crédit d'impôt. Dans le pire des cas, vous le reverserez. Et franchement, j'ai jamais vu personne le reverser. Voilà.